Bonjour, mon invité aujourd'hui est Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS et qui vient de publier ce magnifique petit bouquin géopolitique de l'Amérique latine dans cette collection Herald qui en est à son 15e exemplaire. Bonjour Christophe. Bonjour. On va parler bien sûr Brésil, Amérique latine et surtout ce qui interroge un peu les auditeurs et téléspectateurs, c'est la réaction des pays latino-américains par rapport au conflit ukrainien. La plupart de ces pays sont liés aux États-Unis, même s'il y a une vague à gauche, on y reviendra, et en fait, aucun d'entre eux n'a pris de sanctions à l'égard de la Russie, même s'ils n'approuvent pas la guerre et l'annexion de territoire. Est-ce que tu peux un peu expliquer globalement la réaction des latino-américains par rapport à ce conflit ? Je crois que la réaction des latino-américains, elle s'inscrit un peu dans celle plus largement des pays dits du Grand Sud, bien que l'expression soit peut-être un petit peu trop générale. Enfin, les pays africains ou une bonne partie des pays asiatiques, etc. La réaction des pays latino-américains, c'est bien sûr condamner ou déplorer, selon les cas, l'agression russe en Ukraine du 24 février 2022. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Tous les pays condamnent en fait cette agression. Mais effectivement, aucun pays latino-américain n'a pris directement de sanctions contre Moscou, et quelques-uns, comme la Colombie encore, que c'était sous l'époque du mandat d'Iván Duque, qui n'est plus le président, donc il va falloir attendre ce que va faire Gustavo Petro, le nouveau président de gauche colombien, et le Paraguay, qui est en général aussi un allié assez indéfectible de Washington, eh bien, eux, disons, soutiennent les sanctions des Occidentaux, mais n'en prennent pas eux-mêmes contre Moscou. Donc la situation est celle-là. Alors pourquoi ? C'est assez simple, c'est l'idée de dire, bon, ce conflit n'est pas le nôtre. Il y a ça chez les latino-américains. Il y a le fait de dire, les Occidentaux, c'est pas bien ce que font les Russes, mais en même temps, ils font ce que vous avez souvent fait, et à commencer par chez nous, historiquement. Donc il y a quand même une certaine prudence latino-américaine par rapport, disons, aux pétitions de principe des puissances occidentales, à commencer par celle de Washington, et parce qu'ils sont bien payés par l'histoire pour savoir ce que c'est que l'ingérence des États-Unis dans la région latino-américaine. Donc il y a une certaine prudence, en gros, où ils vont critiquer la politique des doubles standards. C'est-à-dire, parfois, quand ça vous arrange, on défend la démocratie, les droits de l'homme, etc. Puis quand ça vous arrange plus, alors là, on peut aller dans une escalade guerrière contre un pays avec lequel, par ailleurs, et c'est peut-être ça que les gens qui nous écoutent doivent prendre en compte, un pays avec lequel les pays latino-américains ont plutôt de bonnes relations. Les pays latino-américains, dans l'ensemble, ont de bonnes relations avec la Russie. C'est pas nouveau. Sur quoi sont basées ces bonnes relations, puisque l'URSS, historiquement, ne s'est jamais implanté. Il n'y a pas, en Afrique, on comprend que des liens historiques basés sur la décolonisation subsistent, mais en Amérique latine, c'était plutôt des pays anti-soviétiques. Alors, ça dépend dans le pays de qui on parle, parce qu'il y a eu, par exemple, dans la gauche latino-américaine, il y a toujours eu, disons, dans certains pays, évidemment, comme Cuba, le Nicaragua, etc., qui, eux, ont toujours appuyé l'Union soviétique, par définition. Et puis, il y a quand même, disons, dans la gauche latino-américaine, par exemple, le fait que la Russie a toujours été du côté, finalement, des guérillas, du côté des forces d'indépendance, pour des raisons bien comprises. Mais du coup, il y a quand même ça qui est là, c'est la première chose. La deuxième, qui nous rapproche plus, disons, de l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est tout simplement la crise sanitaire de la pandémie de Covid-19. Les Russes, avec leur vaccin Sputnik 5, il y a plusieurs pays latino-américains, et d'ailleurs, là, pas forcément des pays où la gauche est très forte. Je pense par exemple au Paraguay, justement, j'en parlais avant, ou à l'Uruguay, des pays dont le premier vaccin, en fait, contre le Covid a été russe, parce qu'il n'y avait pas d'autres vaccins. Donc la diplomatie du vaccin, ça a payé pour la Russie en Amérique latine. Là, dans la dernière période, indiscutablement, les Russes ont relancé justement et renoué beaucoup de relations avec les pays latino-américains à travers la diplomatie du vaccin. Dans certains pays où la gauche avait gouverné, comme je disais, les relations étaient déjà assez bonnes. Au début des années 2000, et pour être complet, toute la vague des gauches latino-américaines, d'Hugo Chavez au Venezuela, des Kirchner en Argentine, etc., ou du Brésil de Lula, avait noué beaucoup de relations dans certains secteurs, pas dans tout, mais dans certains secteurs, tout ce qui est lié à l'industrie, ce qui est lié justement à l'énergie, ce qui peut être lié parfois aux militaires, dans le cas du Venezuela ou de Cuba. Il y avait des relations assez avancées avec Moscou. La Russie a signé des centaines, je ne me paye pas de mots, d'accords de coopération avec la plupart des pays latino-américains entre 2000 et 2015. Donc c'était la vague de gauche. Et c'est tout ça ajouté
pour terminer avec la diplomatie vaccinale Sputnik 5, qui a fait que la Russie a plutôt des bons rapports avec une grande variété de pays latino-américains, étant entendu que ce n'est pas les mêmes rapports avec Venezuela, Cuba, qu'avec le Chili ou la Bolivie. Mais ils ont quand même de bons rapports avec tout le monde, jusqu'au Mexique d'ailleurs, et ça joue dans finalement la position des pays latino-américains par rapport au conflit. Et puis ils ne veulent pas, les pays latino-américains, par pragmatisme, j'ai envie de dire basique, ils ne veulent pas payer le coût indirect, disons, des sanctions qui sont imposées par les États-Unis et les Européens, parce qu'il y a un coût réel pour tous les pays latino-américains. C'est bien sûr l'inflation, d'une part, qui frappe tous les pays latino-américains. On a vu ces derniers mois, que ce soit au Panama, on n'a pas beaucoup entendu parler, ou en Équateur, des insurrections contre l'augmentation des prix du carburant, contre l'augmentation des matières premières et des intrants dans l'agriculture de ces pays-là, qui sont devenus très rapidement insupportables pour les populations déjà très très affectées par la crise économique. Et tout ça a créé des insurrections, des mouvements de contestation, et ça fait partie des conséquences indirectes du conflit dans la région. Et donc, tous ces pays-là prennent de plein fouet l'inflation. Ils prennent de plein fouet aussi pour certains le fait que ces marchés leur sont désormais fermés. Je pense au marché russe, qui pour certains pays, là aussi il faut voir au cas par cas, mais par exemple pour l'Équateur auquel je pense, c'est un marché très important, la Russie, d'exportation de crevettes, de produits agricoles, etc. Pour d'autres pays aussi. Donc ils ne veulent pas payer le coût de ces sanctions qui sont pour eux assez importants dans un contexte où déjà ces pays, leur situation économique et sociale est déjà très grave. Vous savez que avant la crise du conflit, avant le conflit ukrainien, l'Amérique latine connaissait sa pire crise économique de toute son histoire. C'est pas moi qui le dis, c'est la Commission économique pour l'Amérique latine, la CEPAL, du fait de l'addition de la crise économique post-2008, crise financière internationale, et de la crise du Covid-19. Tout ça, déjà, c'était avant le conflit, et donc le conflit vient exacerber là aussi toutes ces dynamiques de détérioration très fortes. Alors, il y a des pays dont on sait qu'ils sont pro-Moscou, Cuba, effectivement, le Venezuela, le Nicaragua, historiquement. Il y a des pays progressistes qui vont être plus sensibles, effectivement, surtout avec une nouvelle vague de gauche dans l'Amérique latine, et des pays traditionnellement pro-américains qui n'ont pas non plus suivi. Est-ce que ça veut dire que Washington a perdu la main en Amérique latine, que les États-Unis ne sont plus en mesure de solliciter des votes ou des actions compatibles avec leur propre diplomatie? Alors les États-Unis sont encore capables de faire beaucoup de choses en Amérique latine, mais ils ont perdu l'hégémonie. Ça, c'est à mon avis un des points que tout ça nous révèle. Ils ont perdu l'hégémonie, grosso modo, dans cette même période 2000-2015, où, parce que embourbés dans leur guerre contre le terrorisme, etc., en Afghanistan ou en Irak, etc., ils avaient délaissé en fait l'Amérique latine. Et c'est là que sont arrivés les Chinois et les Russes secondairement, pendant que, en même temps, il y avait cette vague des gauches qui avait une idée assez claire des rapports qu'elle voulait avec Washington. C'était des rapports de distanciation et de diversification de leurs alliances économiques, mais aussi stratégiques, avec justement les nouveaux dits émergents de l'époque, qui étaient donc les Chinois, les Russes, les BRICS par exemple, et on est un peu l'archétype de ce que j'essaie de décrire. Et donc tout ça a joué en même temps, et ça a abouti à un recul quand même assez important des États-Unis dans la région, qui s'y intéressait plus beaucoup, il faut dire. Puis maintenant... C'est l'effet Trump aussi. Il y a eu l'effet Trump qui a joué et qui a fini de travail, si je puis dire, en détériorant d'abord la confiance même que les propres alliés des États-Unis qu'ils ont toujours, je pense à des pays plutôt en Amérique centrale, des pays qu'on ne suit pas beaucoup en France, mais le Salvador par exemple, qui est un pays qui a quasiment aucune souveraineté, qui est largement sous la vraie influence des États-Unis. Aujourd'hui, c'est un pays qui est rétif, qui est réfractaire à l'autorité américaine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 20 ans en arrière. Et donc, même les alliés des Américains n'ont plus vraiment confiance en fait en eux, parce qu'ils considèrent qu'ils les ont pas vraiment soutenus quand il fallait, et qu'ils ont peut-être plus les moyens de le faire aujourd'hui par rapport aux Chinois, etc. Et Biden n'a pas renoué avec des relations de plus de confiance que par rapport à Trump? Alors, il tente de faire ça. Il a un agenda qui se veut positif, Biden, dans la région. Alors là aussi, l'agenda de Biden, il se limite d'abord à la première sphère d'influence des États-Unis, c'est-à-dire le bassin Mexique, Amérique centrale et Caraïbes, parce que c'est ça le vrai premier cercle de l'influence américaine. Et les vraies problématiques qui sont dans cette région pour les États-Unis, c'est ça qui compte pour Washington. Je pense à l'immigration, je pense au narcotrafic, je pense aux violences, etc. C'est là que ça se
se joue. Bon, donc là, ils essayent d'avoir un agenda positif et ils essayent de dire, grosso modo, les taux américains, dans leur globalité, ils essayent de leur dire, ben voilà, on n'a pas fait ce qu'il fallait, mais on est prêt à revenir sur une base plus égale aujourd'hui. On vous propose de vous accompagner dans la grande transition nécessaire écologique, énergétique, etc., pour aller vers un modèle de développement où vous soyez aujourd'hui plus propre, plus durable, etc. On va remobiliser des investissements financiers du secteur privé. On va se retirer de la Chine pour pouvoir peut-être se relocaliser chez vous, si et seulement si vous mettez les Chinois dehors, vous les empêchez de continuer à monter en puissance, et si vous nous suivez sur un certain nombre de dossiers importants quand on est en conflit avec Pékin ou les Russes. Mais les Latino-Américains ne répondent plus beaucoup à ça. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Les Latino-Américains sont pragmatiques, et c'est pour ça que je disais au début, ils font un peu comme les autres pays dans le monde. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en Amérique latine, aujourd'hui, il y a une approche pragmatique des dossiers, des problèmes auxquels ils sont confrontés. Les Latino-Américains vont aller s'allier ponctuellement ou sectoriellement avec tel ou tel grand acteur. Ils font un peu leur marché et ils construisent leur cheminement de cette manière-là et ne suivent plus forcément, disons, les États-Unis lorsque les États-Unis disent quelque chose. Et ça, c'est quand même un changement important. Ça ne veut pas dire que les États-Unis ne sont plus en Amérique latine. Ça veut dire qu'ils n'en ont plus, ils n'ont plus leur leadership incontesté. Bien sûr, dans les pays progressistes, ils sont plus en mesure de peser sur le choix des gouvernements. Non, ils sont plus en mesure aujourd'hui de peser sur le choix des gouvernements qui prennent plus de souveraineté, de liberté avec l'autorité de Washington, où on pourrait parler de l'Organisation des États américains, ou aujourd'hui la Colombie, par exemple, qui est dirigée par Gustavo Petro, qui est pourtant le premier allié en Amérique du Sud des États-Unis. Eh bien, aujourd'hui, la Colombie vote pour que le représentant, par exemple, de Juan Guaido au Venezuela, sorte de l'OEA et que revienne un ambassadeur qui représente Nicolas Maduro, parce que la Colombie a décidé, quoi que pense Washington, de normaliser ses relations intégralement avec Caracas depuis quelques mois. Ça, les Colombiens ne l'auraient jamais fait il y a quelques années en arrière, et aujourd'hui, ils le font. Ils l'auraient jamais fait non plus sans ce président-là. Duque n'aurait jamais fait ça. Non, Duque a fait tout le contraire, puisque lui, au contraire, il a été l'opérateur un petit peu de la politique de Washington sur le dossier vénézuélien en Amérique latine. Bien sûr, Gustavo Petro, parce qu'il a son parcours, etc. Mais il affirme une politique qui est beaucoup plus souveraine, et les États-Unis ne peuvent pas aujourd'hui contrer ça. Et ce qu'on voit, par exemple, à l'Organisation des États américains, c'est tout à fait inédit de ce point de vue-là. Alors, Lula, donc, qui est candidat à l'élection présidentielle contre Bolsonaro, l'actuel titulaire, a, disons, frappé les esprits en faisant une déclaration il y a quelques semaines, grosso modo, quand même, renvoyant dos à dos Russes et Ukrainiens, alors que l'on pensait qu'il aurait condamné l'agression de la Russie. Et donc, il y a eu quand même une décision, enfin, une déclaration choc de la part de Lula, qui passe quand même un peu pour le symbole du progressisme en Amérique latine. Alors c'est vrai que cette déclaration est mal passée, il faut dire les choses comme elles sont en Europe par exemple, où dans la plupart des chancelleries, c'est resté au travers de la gorge des gens, mais en Amérique latine, et je crois que c'est pour ça qu'il l'a dit, parce que Lula peut se permettre de dire ça, et pour le coup peut-être aller plus loin que ce que je dis dans le positionnement politique, parce que Lula, par le poids qu'il a, lui, en tant que dirigeant mondial, et par ce qu'est le Brésil en Amérique latine, c'est-à-dire un leader naturel pour la région, si ce pays décidait de reprendre ce leadership en Amérique latine, eh bien, il dit ce qu'une partie des dirigeants latino-américains pensent aujourd'hui sur cette question, c'est-à-dire les latino-américains, en tout cas ce qu'a dit Lula, bah justement, ils se positionnent dans une nouvelle forme de non-alignement dans les défis mondiaux et les menaces actuelles. Les pays latino-américains, et ce qu'a voulu dire Lula, c'est si je reviens au pouvoir, le Brésil ne s'alignera ni sur Washington, ni sur Bruxelles, mais ni sur Moscou d'ailleurs, ou sur Pékin. Le Brésil va chercher l'intérêt qui est le sien. Et son intérêt, c'est d'abord d'avoir une diversification de ses relations et de bonnes relations avec tout le monde. Pour, disons, construire au niveau international la paix, il faut parler à tout le monde. Et le Brésil, c'est son rôle et c'est ce qu'il fera, parce que le Brésil est dans les BRICS avec les Russes, les Chinois et les Indiens, parce que le Brésil, il veut rentrer dans l'OCDE, avec les puissances occidentales, etc., etc. Et le Brésil va jouer sa carte, et il pense qu'il a une carte à jouer, mais c'est celle plutôt d'une forme de non-alignement. Et en ce moment, en Amérique latine, il y a pas mal de gens qui travaillent sur un concept qu'ils appellent le non-alignement actif, qui est une nouvelle doctrine, disons, qui pourrait être celle de Lula au Brésil ou d'autres gouvernements progressistes, qui est justement de savoir comment se positionner de manière autonome, mais pas suiveur, par rapport d'un côté aux Chinois et de l'autre Washington. Mais le non-alignement au point de ne pas condamner une agression militaire d'un pays sur un autre.
En tout cas, enfin, la condamnation, elle a été faite. Tous ces pays-là ont voté aux Nations Unies tout ce qui concernait la condamnation de la Russie, mais ne suivent pas sur, disons, la gestion, disons, l'application de ce que ça veut dire pratiquement de condamner un pays comme la Russie. Est-ce que ça veut dire de rentrer dans une escalade militaire et dans une escalade qui pourra devenir, disons, une espèce de bombe à retardement mondial? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire concrètement une fois qu'on a condamné la Russie? Les Américains pensent que non, parce qu'ils ne font pas confiance sur le principe aux Occidentaux sur cette affaire-là, et parce que, comme je disais tout à l'heure, le coût à payer d'une guerre avec la Russie est énorme pour eux et pour le monde entier, et c'est pas leur stratégie. Leur stratégie, c'est plutôt de travailler à la paix, quoi, et donc à une négociation, et de miser sur la diplomatie, qui a toujours été par ailleurs la position médiane des chancelleries latino-américaines. Et puis, alors, Zelensky s'est adressé à l'ensemble des parlements occidentaux, y compris devant le Festival de Cannes, etc. Il voulait aller devant les parlements du Mercosur et cela lui a été refusé. C'est quand même très symbolique. C'est une illustration absolument frappante de la situation. Effectivement, les pays du Mercosur n'ont pas eu de consensus entre eux pour accepter la demande de Zelensky. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples d'ailleurs au niveau international. En Afrique aussi. En Afrique. Alors, en fait, le Paraguay était d'accord, parce que le Paraguay est allié de Washington. Mais les autres n'étaient pas d'accord. L'Uruguay hésitait, et en fait, l'Argentine et le Brésil n'ont pas voulu. Pourquoi? Pour tout ce que j'ai essayé d'expliquer. Parce que Argentine et Brésil ont de bonnes relations commerciales et économiques avec la Russie. La Russie est déterminante pour l'agriculture brésilienne, et également pour une bonne partie des productions argentines, donc ils ont de bons rapports. Les deux pays font partie de ceux qui ont eu des relations dans le cadre de la diplomatie sanitaire de la Russie, surtout d'ailleurs l'Argentine d'entre les deux, et parce que, souvenons-nous que là, c'est pas Lula, c'est Bolsonaro. Que ce soit Bolsonaro ou Alberto Fernandez, ils avaient visité Poutine quelques jours avant le début du conflit. Ils ont été, entre guillemets, manipulés parce qu'ils ne savaient pas que le conflit allait démarrer, sinon je pense qu'ils n'y seraient pas allés. Mais ils étaient allés pour justement montrer qu'ils étaient dans une stratégie de diversification, et que leurs rapports avec Moscou sont de bons rapports, et qu'ils n'acceptent plus qu'on leur demande de ne pas avoir de rapport avec Moscou. Donc c'est pour ça que, pour toutes ces raisons-là, l'intérêt objectif, je veux dire, de Buenos Aires ou de Brasilia, aujourd'hui, c'est pas la rupture avec Moscou, c'est de garder des liens avec Moscou, quelle que soit la situation en Ukraine. Et encore une fois, c'est peut-être pas facile à comprendre vu d'ici, mais pour les Latino-Américains, cette guerre d'Ukraine est affreuse, mais c'est une guerre qui n'est pas plus affreuse que d'autres qu'il y a eu en Irak ou ailleurs, et où ils pensent quand même que ça a moins choqué, et on a moins exigé d'eux de la solidarité qu'on leur demande aujourd'hui avec l'Ukraine, et ça marche plus. Alors Poutine mise un peu sur la peur que pourrait susciter de sa part l'usage d'armes nucléaires, fussent-elles tactiques, donc de moindre portée, mais avec quand même des effets assez... Est-ce que, pour l'instant, la plupart des observateurs estiment que c'est du bluff et qu'il n'ira pas, mais on ne peut pas exclure tout à fait cela. Est-ce que si Poutine utilisait une arme nucléaire, quelle que soit sa portée et sa taille, est-ce que là, il y aurait quand même une réaction plus nette des pays latino-américains? Alors, de fait, si on essaie de garder une cohérence politique, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que l'Amérique latine est précisément la seule région du monde qui s'est déclarée territoire hors nucléaire militaire. Avec le traité de Tlatelolco. Exactement. Donc, et c'est ça que c'est intéressant, c'est la seule région où, quelles que soient d'ailleurs les couleurs politiques des gouvernements, pour le coup, il y a un engagement collectif. C'est un des rares en Amérique latine qui suivait la crise de Cuba. Donc en fait, finalement, l'utilisation militaire du nucléaire est proscrit par les Latino-américains. Donc je ne vois pas si, là, pour le coup, effectivement, ce qu'il ne faut pas espérer, Poutine utilisait une forme ou d'une autre l'arme atomique, et que les Latino-américains ou des Latino-américains soutenaient cette utilisation. Alors là, quel que soit le gouvernement américain, ils seraient à leur tour dans le double standard, ça c'est évident. Mais aujourd'hui, la logique serait que si Poutine passe au niveau atomique, les pays américains devraient condamner fermement, parce que c'est leur engagement collectif. Donc ça serait y compris jusqu'à la rupture avec
la Russie. Pour le coup, là, je crois que ça créerait une situation nouvelle. Et ce serait très difficile pour des gouvernements américains d'expliquer que malgré cela, ils conservent des relations avec Moscou. Là, je pense que c'est pas tenable. Hein. Est-ce qu'il y a un facteur chinois dans l'attitude de ces pays latino-américains? Non pas que la Chine soutient Moscou, mais est-ce que l'étendue des relations que ces pays ont désormais avec la Chine, finalement, les fait un peu extraire d'une dépendance à l'égard des États-Unis et qu'ils peuvent jouer Pékin contre Washington ou l'inverse, et que donc ça a augmenté. C'est qu'à la fois on dit que la Chine, lorsqu'elle est présente, elle fait des échanges inégaux, mais là en l'occurrence, est-ce que ça a augmenté les marges de manœuvre des pays latino-américains? Tout à fait, parce que début 2022, l'Argentine avait la Chine pour premier partenaire commercial dans son histoire. C'est historique, c'est plus le Brésil. Et l'Argentine, c'est le dernier pays d'une longue liste, puisque l'essentiel des pays latino-américains, et surtout sud-américains désormais, a pour premier partenaire économique et commercial la Chine, et non plus les États-Unis, et encore moins les Européens. Donc de fait, la réponse est oui, et ça explique une bonne partie de la situation. C'est que les latino-américains aujourd'hui ne dépendent, ou en tout cas beaucoup moins, des Américains pour leur financement économique, leurs investissements, etc., etc. C'est les Chinois qui ont pris, qui dominent maintenant ces secteurs-là, ces activités-là en Amérique latine. Alors, les latino-américains, ils se retrouvent dans une situation pas forcément plus indépendante, en revanche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont, disons, un peu plus écartelés entre Washington et Pékin, et se pose toujours pour eux comme défi la question de leur indépendance dans ce schéma-là, parce que ce qu'ils ont gagné par rapport aux États-Unis, certains considèrent qu'ils l'ont reperdu avec les Chinois, dans le sens où les Chinois, finalement, c'est le piège de la dette, c'est le fait que les pays américains doivent hypothéquer leurs ressources naturelles sur le paiement de la dette à la Chine, que toutes les infrastructures des pays américains sont désormais quasiment aux mains des Chinois, etc., etc. Donc, pour les pays américains, c'est pas forcément non plus une situation hyper confortable. Mais c'est ça le défi qu'ils doivent avoir, et c'est pour ça que certains pensent à cette idée de non-alignement ou de non-alignement actif. C'est justement que pour pas tomber dans le piège de la dépendance et de la périphérie qui est tellement l'histoire d'Amérique latine aujourd'hui, il faut construire cette position de non-alignement, et c'est ce qu'on voit émerger en tout cas dans certains gouvernements. Et dans cette optique, est-ce que la France est vue de façon particulière? Est-ce qu'on lui sait gré d'avoir maintenu le contact avec Poutine, ou est-ce que la perception de la France s'est banalisée? Est-ce que la France peut encore être un recours pour ce non-alignement actif, ou est-ce qu'on pense que la France a un peu tourné le dos à cela et est devenue totalement occidentale? En fait, la France aujourd'hui a perdu beaucoup de terrain en Amérique latine. Elle s'est, elle a même un peu disparu des écrans en Amérique latine, en tout cas sur le plan politique et diplomatique, parce que bien sûr il y a des relations commerciales qui continuent, etc., même si elles ont tendance à être quand même, c'est pas ça qui est le plus important entre la France et l'Amérique latine, mais la France avait, disons, été connue pour être américaine parce que précisément elle partageait cette idée, disons, de ne pas simplement résumer les relations internationales à une soi-disant de famille occidentale, parce qu'elle prenait la diversification de la puissance, la France, le multilatéralisme, autant de cadres, de schémas qui étaient tout à fait compatibles avec les souhaits et les pratiques et les traditions de la diplomatie latino-américaine. Donc la France était un point de repère, un point d'appui pour les latino-américains. Ce n'est plus le cas. Force est de constater que, en particulier depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, qui n'a pas été une seule fois en Amérique latine, sauf une fois à Buenos Aires, mais pour le G20, pas du tout dans le cadre d'un voyage... Jamais de visite bilatérale. Jamais. Le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, est allé, lui, plusieurs fois, au Mexique en particulier, etc. Mais le président Macron n'a jamais fait de voyage en Amérique latine, contrairement à ses prédécesseurs. En même temps, il était difficile d'aller voir Bolsonaro. Bolsonaro était probablement difficile d'aller le voir, mais il y avait d'autres. Oui. Il pouvait aller voir, je sais pas, Andrés Manuel López Obrador, il pouvait aller au Chili, il pouvait aller en Argentine, puisque à l'inverse, Alberto Fernandez est venu plusieurs fois le voir à Paris, cherchant une bonne relation d'ailleurs avec lui. Donc non, je crois qu'il n'y a pas d'intérêt a priori, mais bon, ça c'est peut-être pas le plus grave. Le problème, c'est que la France n'a plus de politique pour l'Amérique latine, en tout cas à l'échelon de l'Élysée, ça c'est très clair. Et puis quand la France en a eu, ça n'a pas été forcément très bien compris,
ou de la meilleure image qui soit, parce que finalement le seul dossier sur lequel la France est impliquée en Amérique latine ces dernières années, c'est le Venezuela, mais avec une position très forte, avec un parti pris qui était pro Juan Guaido, et qui n'a pas été payant, puisqu'aujourd'hui on voit que c'est un peu l'impasse et que aujourd'hui les choses se normalisent autour qui était un peu assez suiviste par rapport à Washington par ailleurs. Qui était assez suiviste de Washington, bon, qui était un peu finalement l'homme de Washington sur place, quoi. Hein. Donc la position de la France qui a été finalement de suivre ça et même de déclarer à un moment donné, on s'en souvient, d'exiger de Nicolas Maduro qu'il organise des élections, sinon il y aura un ultimatum, etc. Mais en plus la France n'avait pas vraiment les moyens finalement de menacer comme ça ce pays, etc. Donc tout ça n'a pas été très bien compris, ça correspondait pas à l'image qu'on avait de la France, et surtout en faisant ça, la France s'est ôté toute possibilité réelle de jouer un rôle dans la solution de ce dramatique conflit au Venezuela, pour justement une négociation, une solution politique. Elle s'est auto-exclue de ça en prenant parti pour l'une des deux parties, justement. Et ça a laissé des traces au Venezuela, bien sûr, mais aussi en Amérique latine, parce que c'est plus la France qu'on connaissait en termes diplomatiques. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup à reprendre, et il y aurait matière à, parce que la France, ça veut dire encore quelque chose en Amérique latine, culturellement. C'est en Amérique latine qu'on trouve le plus d'apprenants du français, par exemple. Enfin, il y a encore beaucoup de choses qui existent au niveau universitaire, scientifique, intellectuel, etc. La France veut dire quelque chose. Et puis le multilatéral sur le climat, etc. C'est des choses où la France a des partenaires normalement naturels en Amérique latine pour tout ce qui est suivi des accords climatiques, ce qui va se passer sur les océans. Elle doit et elle a des partenaires en Amérique latine. Donc sur le multilatéral, la France devrait construire des choses avec l'Amérique latine. Espérons que ton message soit entendu. En tous les cas, je renvoie à la lecture de ton livre, La géopolitique de l'Amérique latine. Ça vient de paraître aux éditions Erol.